Madame, Monsieur, bonjour. Jeunes gens, femmes et jeunes filles en situation de vulnérabilité, enfants en situation difficile, personnes à besoins spécifiques et bien d'autres de nos concitoyens espèrent une main secourable pour poursuivre le combat de la vie et de la réalisation de soi. Certains sont exaucés, d'autres attendent toujours et témoins de leurs difficultés. Nous nous demandons souvent comment se manifeste la solidarité nationale. Est-elle palpable? À quoi se résume-t-elle? Comment les projets déployés dans ce sens aident à améliorer le quotidien des bénéficiaires? Nous recevons pour faire le tour de cette problématique la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. C'est bien deux grands domaines que nous décryptons sur cette émission. Honoré Naoum. Bonjour à vous, Marie-Léa Yemadjrou. Il s'agit des volets social et de la microfinance. Notre invitée, c'est bien Madame Véronique Toïfodé. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour, Madame et Messieurs les journalistes. Merci d'accepter notre invitation sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir et j'en profite pour saluer également les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je voudrais vraiment vous amener dans l'univers des personnes portant un handicap dans notre pays. Alors, de 2016 jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a été fait concrètement en direction de ces personnes-là? Alors, puisque vous me mettez la période 2016 à nos jours, je voudrais rappeler qu'avant 2016, les personnes handicapées étaient délaissées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mesures spécifiques pour elles. Et de 2016 à maintenant, il y a eu d'abord des mesures spécifiques à travers une loi et des décrets d'application qui permettent de régler de façon efficace et durable des problématiques qui sont liées au handicap. Et ce changement remarquable peut se voir déjà à travers, par exemple, les concours à la fonction publique, parce qu'il faut dire que ces décrets d'application sont vraiment focalisés sur l'employabilité, l'éducation, la formation. Mais je parlais des concours de la fonction publique. Le dernier concours au profit du ministère de la Justice, les personnes handicapées ont pu non seulement participer, concourir, mais le quota de 5% qui leur est réservé a été respecté. Et il y a d'autres concours également par la suite qui ont eu lieu et pour lesquels ils ont aussi pu s'inscrire et pu concourir et nous attendons les résultats. Au-delà de ces quotas, il y a l'inscription, l'âge de 5 ans, la majoration, pour que les enfants handicapés puissent s'inscrire même s'ils sont un peu en retard, ou alors que ce soit au niveau des inscriptions pour les concours, cette majoration de 5 ans est de mise. Il y a bien sûr des appuis au niveau de leurs entreprises. Lorsqu'il y a des personnes handicapées qui veulent monter une entreprise, l'État leur vient en soutien. Mais lorsque les entreprises emploient aussi des personnes handicapées, la part patronale est payée par l'État. Donc, il y a une exonération aussi des taxes donc, pour les personnes handicapées par rapport même à leur appareillage, etc. Il y a beaucoup de mesures qui découlent de ces textes et certaines sont déjà mises en application. Donc, vous avez évoqué ce cadre réglementaire et aussi des actions concrètes au profit des personnes handicapées. Ça dit que globalement, il y a par exemple un guichet où dans une commune, toute personne handicapée peut se présenter et puis voilà, bénéficier de cet accompagnement-là. Alors, nous avons nos anciens CPS, des centres de promotion sociale, qui sont aujourd'hui en train de se transformer en guichet unique de protection sociale. Et c'est dans ces guichets uniques que les personnes handicapées vont déposer leur dossier, dont la liste a fait l'objet déjà de communiqués, pour pouvoir être inscrits, pour bénéficier de la carte d'égalité des chances. Il y a une commission interministérielle qui sera appuyée par des experts. La commission a déjà été installée, elle siégera pour pouvoir analyser les dossiers. Et sur la carte d'égalité des chances, en fait, il faudra qu'elle puisse, la commission, avec les experts, déterminer le taux d'incapacité lié au handicap qui sera inscrit et qui permettra donc aux personnes handicapées de bénéficier des différentes aides sociales. Avoir cette carte, ça va rapporter quoi à la personne qui porte un handicap? Avoir cette carte, déjà, ça va permettre de savoir à quel taux son incapacité, c'est-à-dire l'incapacité liée à son handicap, c'est quel est ce taux, et en fonction de ce taux, visuel, moteur et tous tout les ça, types de handicap. C'est pour ça que j'ai dit la commission interministérielle appuyée par des experts, c'est un travail
ardu parce qu'il faudra, en fonction des différents types de handicap et le pourcentage d'incapacité, pouvoir déterminer un taux qui permettra donc de pouvoir bénéficier des différents projets. D'accord. Alors, on sait très bien que le temps a été donné par le chef de l'État, lui-même rencontrant bien entendu un gratin de personnes portant un handicap dans notre pays. Je vais vous inviter à suivre un élément témoin qui fait un retour un peu sur les motivations de cette vision du gouvernement en ce qui concerne bien entendu les personnes portant un handicap dans notre pays. Nous suivons. Elles étaient souvent stigmatisées, discriminées et défavorisées au Bénin. Les personnes en situation de handicap, longtemps abandonnées, occupent désormais une place de choix dans le PAG. En vue d'une meilleure intégration sociale de cette couche particulièrement vulnérable, le président de la République du Bénin a pris des mesures pour l'opérationnalisation de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. À tous les niveaux, nous allons développer un programme d'infrastructures, de formateurs et de formation des formateurs à l'avenir. Et nous allons appuyer également les privés qui sont dans ce domaine-là. C'est vrai, ce ne sera pas à tout venant. Nous allons agréer les établissements qui vont présenter les standards requis. Et ceux-là vont être subventionnés, vont être suivis afin que ce ne soit pas simplement les structures publiques qui soient les seules en situation d'éducation ou de formation des personnes porteuses de handicap. Toutes ces dispositions juridiques en faveur de cette couche sociale égayent les cœurs des cibles qui expriment leur soulagement et leur totale satisfaction. Les décrets adoptés pour la compensation du handicap dans le secteur de l'emploi, dans le secteur de l'entrepreneuriat, dans le secteur de l'éducation également et dans le secteur d'accès aux aides techniques, je pense que c'est des efforts louables. Il faut dire que notre pays connaît de grandes avancées et ces avancées, elles sont visibles surtout lorsque les bénéfices sont partagés par toutes les couches. Félicitations au chef de l'État et du gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de courir après ces décrets d'application durant 6 ans. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a promulgué la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées et a pris les décrets. C'est une première au niveau de notre pays. Et je crois que c'est une très grande avancée au niveau de la sous-région. Il a fait bonne œuvre. Vous savez, quand vous sortez du pays aujourd'hui, le Bénin est cité en exemple par rapport à la protection, à la législation, par rapport aux mesures gouvernementales qui sont prises pour assurer, faire bénéficier des personnes vulnérables leurs droits. Depuis la science des décrets, il n'y a pas de jour où il n'y a pas de bonnes nouvelles venant du gouvernement depuis. Nous sommes contents. En tant que promoteur d'école et responsable d'association, je sais que les personnes handicapées souffrent beaucoup. Avec ces décisions, nous sommes très heureux, très heureux, parce que c'est des bénédictions sur les personnes handicapées. Alors, Madame la Ministre, pouvons-nous en déduire que les personnes handicapées jouissent déjà de toutes les mesures de facilité et d'inclusion possibles? Les commissions travaillent, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à l'établissement et la mise à disposition gracieuse de la carte d'égalité des chances aux personnes handicapées. Et c'est lorsque les personnes auront ces cartes d'égalité que cela permettra de pouvoir bénéficier des différents projets qui leur sont alloués. Mais par contre, déjà là, on peut dire que le quota au niveau de la fonction publique est respecté et par rapport aux inscriptions dans les différents établissements ou au concours, la majoration d'âge également est prise en compte. Des établissements privés qui font de l'éducation inclusive également seront appuyés chaque année pour que l'État contribue davantage donc, à l'éducation des personnes handicapées.
Que comprenez-vous à la situation de ces personnes que nous voyons dans les rues et dans les marchés, handicapés et qui mendient pour survivre? Je pense que par rapport à ce phénomène, il y a beaucoup de sensibilisation qui doit s'effectuer et elle se fait déjà par nos services et aussi l'appui de certains leaders d'opinion, des leaders religieux, parce que par rapport à ce phénomène, parfois certaines religions sont aussi en cause, c'est-à-dire il y a un phénomène de mendicité qui est un peu entretenu à ce niveau-là par rapport à des concepts qu'il faut un peu déconstruire peut-être. Est-ce que, selon vous, franchement, l'administration que vous dirigez est au rythme des attentes des personnes handicapées? Ça avance le plus vite possible. Toute la célérité que nous pouvons y mettre, c'est fait puisque déjà, il y a des arrêtés qui sont signés suite à la prise des décrets il y a 1 an. Alors, parlons à présent d'un autre volet donc, de votre cahier de charges. Il s'agit donc de la formation. Le gouvernement du président Talon dit faire du renforcement des capacités, donc du capital humain, une priorité. Vous avez alors conçu le projet Arche Formation. Pourriez-vous nous situer sur sa mise en œuvre et ses impacts? Alors, renforcer la formation technique, la compétence, l'employabilité de nos artisans est une priorité, une des priorités du gouvernement du président Talon. Et nous avons choisi une approche concrète et pragmatique qui veut répondre aux besoins de nos entreprises, de notre pays, mais à la fois aussi une approche ambitieuse et exigeante pour que H Formation puisse contribuer à la transformation de notre pays. Alors, par H Formation, des milliers de nos artisans dans plusieurs communes qui sont dans la phase pilote ont pu bénéficier de ce renforcement de capacités techniques pour augmenter non seulement la qualité de leur production, mais également tout le professionnalisme qu'il faut. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Je vais vous expliquer. Par exemple, si on prend l'artisan même, c'est bénéfique pour lui, par rapport à ses connaissances, par rapport au travail rendu et donc aux revenus qui va aussi accroître, mais même par rapport à nos projets au niveau du gouvernement, c'est-à-dire que parfois, nous recherchons de la main-d'œuvre qu'on ne trouve pas par rapport à la qualité, l'exigence de qualité. Et il faut aller recruter à l'étranger ou prendre des personnes étrangères. Donc, on monte en puissance le professionnalisme de nos artisans. Alors, il faut combien de temps pour former? Ou bien vous formez ces gens-là durant combien de temps? Cela dépend du type de formation, puisque certaines filières de métiers ont été identifiées. Donc, il y a les filières du bâtiment, génie civil, carreleur, peintre, maçonnerie, etc. Oui, plomberie. Plomberie aussi. Oui. Les artisans pâtissiers, boulangers, tout ce qui concerne l'électricité photovoltaïque, la climatisation, le froid, la menuiserie. Il y a plusieurs filières. Et la transformation agroalimentaire, je ne peux pas oublier celle-là parce qu'elle concerne beaucoup de femmes. Et dedans, il y a même la transformation du lait de vache en fromage par rapport à certaines régions de notre pays. Donc, ce renforcement de capacité a été donné dans ces filières-là. Nous avons déjà pu toucher 3200 artisans et d'ici la fin de 2024, il y a 3000 autres qui vont pour finir leur cursus de formation et pouvoir contribuer efficacement à tout ce que je viens de dire. Comment sont-ils sélectionnés? Ils sont sélectionnés par rapport à leur dossier qu'ils déposent au niveau des CLAF. Les CLAF, ce sont les comités locaux de H Formation, qui comprend le maire, un représentant des affaires sociales qui est l'assistant social du guichet unique de protection sociale, et surtout, personne très importante, qui vient de leur fédération, parce que vous savez que les artisans, par rapport à la Chambre des métiers, est très bien organisée, structurée, avec des démembrements jusqu'aux communes. Et donc, il y a les représentants de tous ces strates-là. Et donc, les dossiers sont étudiés avec des critères qui correspondent non seulement aux besoins des projets également dont l'État fait mention, mais également de leurs besoins aussi à eux de formation par rapport à ce qu'ils écrivent dans leur domaine. Je voudrais savoir si les artisans sont formés gratuitement ou bien s'ils doivent contribuer. La formation, l'hébergement, la restauration pendant la durée de la formation, tout est pris en charge gratuitement par l'État. Ah, donc, ils sont regroupés sur un site pour suivre cette formation-là. Il y a des experts internationaux qui viennent pour ces missions, avec certains experts nationaux, bien sûr, en fonction des filières et de la demande. Et donc, ils sont formés sur place, sur site.
il y a la partie théorique, mais il y a surtout aussi la partie pratique. Alors, nous allons nous rendre sur le terrain, Honoré Naoum, pour voir tout ceci avec les bénéficiaires. Au Bénin, le secteur de l'artisanat occupe 13% de la population active et contribue à environ 12% du produit intérieur brut PIB, avec des milliers de jeunes concernés. Au regard de l'importance de ce secteur, le gouvernement du président Patrice Talon a initié le volet formation du projet Arche pour sortir les artisans de la pauvreté et leur permettre une autonomisation effective. Vous aviez une base avant de venir ici, mais ce renforcement de capacité était nécessaire. Un, pour accroître votre capacité de rendement de travail, et donc accroître peut-être vos revenus aussi par la suite, parce que quand vous allez mieux faire, vous allez être mieux payé aussi. Et cela aussi va vous ouvrir des portes, des opportunités d'emploi, certainement. Les artisans et artisanes recensés dans toutes les communes sont formés dans les domaines de l'énergie photovoltaïque, le froid et la climatisation, la transformation agroalimentaire, la restauration et la pâtisserie, la mécanique auto, l'aménagement paysager, l'électricité bâtiment, la maçonnerie et bien d'autres métiers. Les études n'ont pas d'âge. Donc, il faut chercher à faire plus, il faut chercher à innover, il faut chercher à faire la différence. Et pour faire la différence, il faut se faire former à chaque moment de la vie. 4 ans après, les témoignages des bénéficiaires en disent long sur les résultats. C'est une belle initiative en ce sens que ça nous aide, entre nous d'abord, à harmoniser les techniques de travail, à les moderniser, à donner un plus. Moi, je suis fière de ce projet parce que grâce à cela, désormais, le Bénin pourra bénéficier de nouvelles compétences. Il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas compris dans mon métier en tant que peintre. Comme par exemple, sur un chantier, en tant que peintre, il faut porter des chaussures de sécurité, il faut porter des gants, des lunettes. Donc ça a beaucoup changé dans ma vie. Je salue le gouvernement et je salue tout le monde. Vraiment, les formations nous ont permis de connaître plusieurs choses encore sur la transformation. Avant, nous, on tamisait le lait avec le tamis. Aujourd'hui, on filtre le lait avec le linge plus le tamis. Encore, on a appris à faire le fromage avec les pommes, le coagulant. Au-delà de la formation, les artisans qui le désirent peuvent souscrire au crédit Arche Artisan, qui est un mécanisme de financement prévu par le gouvernement pour renforcer leurs activités à travers des crédits à taux de remboursement allégé. Voilà, Madame la Ministre, vous avez suivi comme nous cet élément témoin. Alors, je voudrais savoir, après le diplôme obtenu, quelle est la suite? La suite, parce que c'est bien beau de former les gens. Soit ils sont... oui. Ils peuvent être recrutés sur des chantiers en cours où nous avons besoin de main-d'œuvre, ou alors ils peuvent aussi prendre des crédits artisans pour pouvoir s'auto-équiper et monter leur propre entreprise. Ce sont les mesures d'accompagnement. Ça fait partie des mesures d'accompagnement. Alors, comment vous impactez plus d'acteurs ou comment prévoyez-vous impacter plus d'acteurs en termes de professionnalisation et d'accroissement justement des capacités de production dont vous parlez? Alors, Arche va s'étendre davantage puisque la phase pilote sera bientôt évaluée et pourra passer à échelle et pourra atteindre plus d'1 million d'artisans, donc s'étendre à toutes les communes, mais également à d'autres filières de métiers. Par exemple, les 3000 dont je vous ai parlé qui vont finir d'ici la fin de 2024, ce sont 10 nouvelles filières avec un accent particulier sur la mécanisation agricole. Cette mécanisation agricole, cette formation en mécanisation agricole qui n'existait pas lors des précédentes formations. Nous allons poursuivre donc cette émission, mais en allant vers les filles qui ont vraiment d'intérêt pour vous, compte tenu bien entendu de votre secteur. Alors, si l'intervention des régimes précédents a consisté en des exonérations et subventions
Comment le gouvernement de Patrice Talon et le ministère des Affaires sociales ont-ils structuré l'appui de l'État en direction des filles? Alors, les filles sont les femmes de demain et l'État a choisi de faire de cette cible une priorité également, entre autres, parce que l'éducation des filles fait partie des piliers de développement d'une nation, vu leur nombre aussi. Et aussi parce que dans les foyers démunis, il faut dire que lorsque les personnes sont confrontées à des difficultés financières, les premières personnes à qui on demande d'arrêter l'école, ce sont les filles. Donc, la stratégie pour maintenir les filles dans le système éducatif, il y a plusieurs stratégies. Il y a la distribution des kits scolaires, chaque année 500 000 kits scolaires, mais également les transferts monétaires aux familles pauvres. Déjà, depuis décembre 2021, là, nous avons pu couvrir 30 000 ménages. Les filles reçoivent au cours primaire, CM1, CM2, 450 francs CFA par jour, donc par fille, pendant 9 mois. Et au cours secondaire, de la 6e en terminale, 600 francs CFA par jour, par fille, pendant 9 mois. Cet argent échoue où? Sur le numéro de leurs parents. De leurs parents. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a un autre programme de Cash Plus Care qui est spécifiquement orienté vers les 26 communes des départements du Nord et qui ont permis de couvrir 130 000 filles. Et là aussi, ce sont des transferts monétaires. Ce point spécifique vous est fait là parce qu'il est important pour nous de les aider à être plus résilientes face au risque de mariage précoce dans certaines zones et aussi pour les maintenir à l'école. Sans ces appuis, peut-être que certaines n'y seront plus. Il y a aussi des bourses pour les 10 meilleurs de chaque département, des bourses de 38 500 francs CFA, voilà, par fille, par mois, pendant 3 ans. Et pour les filières scientifiques de la série C, et STI, STA, il y a également des bourses d'accompagnement pour pouvoir stimuler davantage le choix des filles vers les filières scientifiques. Alors, ces montants sont décaissés et envoyés donc vers les numéros de leurs parents. Comment se fait le suivi? Comment on sait que la jeune fille ou la petite fille, effectivement, jouit de cet accompagnement de l'État et que ça ne sert pas à d'autres besoins? Où nous avons les guichets uniques de protection sociale où les assistants peuvent suivre. Et au niveau de certains projets comme le projet SWED, il y a une unité de gestion avec des points focaux également au niveau des localités qui permettent de suivre et de rendre compte puisque le suivi se fait en collaboration avec les enseignants et les directeurs d'école puisque lorsque les enfants échouent, par contre, ils perdent le bénéfice de la bourse au profit d'autres. Les enfants échouent, c'est-à-dire? Au bout d'une année scolaire, oui. Il y a la conditionnalité de passer en classe supérieure. Est-ce qu'il y a un accompagnement scolaire de ces enfants? Oui, certains enfants, par exemple, bénéficient de cours de renforcement. Et il y a aussi toutes les sensibilisations qui sont menées pour les maintenir focusés sur l'éducation, sur l'école. Nous parlons de combien de bénéficiaires environ? 30 000 filles bénéficiaires pour les premiers types de transferts. Et le transfert qui concerne les 26 communes du Nord, c'est 130 000 filles. Les chiffres du ministre dans son bureau ou bien les chiffres réels sur le terrain? Les chiffres assez réels sur le terrain parce que lors de la tournée de reddition des comptes qui a parcouru même les arrondissements, nous avons les retours. Je crois que ça fait partie des programmes phares du ministère où les témoignages sont assez éloquents et nombreux. Je vous amène donc sur le terrain pour faire le constat avec nous. Des filles, jeunes filles orphelins, issues des familles pauvres et déshéritées, qui ont bénéficié, bien entendu, qui ont bénéficié de ces appuis du gouvernement. On va les écouter et on reviendra sur le plateau pour la suite de cette émission. Une fille à l'école est un gain pour toute la nation, dit-on. Cet adage pris pour un tabou à une certaine époque, du fait des pesanteurs sociologiques, a pris toutes ses couleurs depuis quelques années au Bénin. Grâce aux nombreux efforts consentis par le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, la nécessité d'inscrire les filles à l'école et de les y maintenir jusqu'à l'achèvement du cycle scolaire préoccupe au plus haut point les gouvernants. Les statistiques montrent qu'une fille sur 10 est mariée avant l'âge de 15 ans au Bénin en 2018, ce qui contribue à creuser les disparités entre le taux de garçons et de filles à l'école au fil des années. Nous notons aussi que sur 100 000 habitants, 1700 garçons font aujourd'hui des études supérieures, contre seulement 630 filles.
Face à ces chiffres assez préoccupants, le gouvernement du Bénin a trouvé, à travers le projet SWED et plus précisément son sous-projet Maintien des filles à l'école, une réponse qui vient corriger ces inégalités remarquables. Au nombre des mécanismes mis en place à cet effet, la distribution des kits scolaires et les opérations de transfert monétaire conditionnel aux filles issues de familles vulnérables restent des initiatives impactantes. À la veille des rentrées, je n'ai rien sur moi. Je n'ai même pas la fourniture scolaire. Et donc, j'étais très soucieuse. C'est là qu'ils m'ont aidé avec des fournitures scolaires et des cahiers à l'appui. Depuis la seconde jusqu'en terminale, ça a été très facile pour moi de continuer l'école parce que ma mère n'a plus rien à dépenser. Ainsi, depuis octobre 2020, plus de 30 000 filles reçoivent à chaque rentrée des classes ces kits composés de fournitures scolaires, d'ouvrages au programme, de sacs solaires et de tenues kaki confectionnés par les autres bénéficiaires du projet. Au-delà des kits scolaires, ces filles et leurs familles bénéficient également des transferts monétaires conditionnels. Il est question de donner 450 francs pour les filles du primaire et 600 francs pour les filles du secondaire par jour sur 3 ans, soit un budget total d'environ 9 355 550 000 francs CFA. Et les bénéficiaires n'attendaient pas plus. Avant, pour venir à l'école, mon grand frère m'aide avec un montant de 100 francs. Et quand je viens à l'école, j'essaie d'amadouer mes camarades pour qu'ils puissent m'aider avec un montant de 100 francs en plus, ce qui me fait 200 pour toute la journée. Grâce au soutien du gouvernement à travers le projet SWED, je perçois 13 200 par mois, ce qui me fait 600 francs par jour. J'étais à 100 francs par jour. Et maintenant, grâce au projet SWED, je suis maintenant à 600 par jour. Je remercie le président de la République du Bénin et je fais le vœu de poursuivre mes études jusqu'à l'université, de devenir quelqu'un de meilleur demain. En dehors du projet SWED, le programme Cash plus Cœur vise également à réduire la pauvreté des ménages et travailler sur les normes néfastes qui perpétuent le phénomène du mariage des enfants et à œuvrer au maintien des filles à l'école. Alors, donc, les filles déscolarisées et non scolarisées, est-ce qu'elles sont, elles, laissées pour compte? Sinon, dans quel domaine sont-elles formées ou vers quoi sont-elles orientées lorsqu'elles abandonnent les bancs? Alors là aussi, je voudrais rappeler qu'avant 2016, il y avait très peu d'initiatives qui concernaient les filles déscolarisées. Et ces dernières années, dans nos espaces sûrs, près de 200 000 filles déscolarisées ont été coachées, puisque dans ces espaces sûrs, elles sont sensibilisées aux questions de santé sexuelle et de la reproduction pour éviter les grossesses précoces, mais aussi à d'autres compétences de vie courante. Et au sein de ces 200 000 filles, il y a 56 000 qui ont pu avoir des formations courtes, qui concernent des domaines qui leur permettra, en fait, à la fin des formations, de pouvoir être autonomes et de ne pas devenir des proies faciles. Et donc, ces métiers, par exemple, la sérigraphie, la peinture, les techniques d'élevage, même l'élevage d'escargots, des techniques simples, faciles à apprendre sur des périodes assez courtes de formation. Et à la fin, certaines sont même installées, ce qui permet donc de les aider à devenir autonomes, en quelque sorte, et de ne pas être des proies faciles, comme je l'avais dit. Ce sont des filles que vous rencontrez souvent, ces filles déscolarisées et non scolarisées des ménages pauvres, et que vous aidez donc à être financièrement autonomes. Vous êtes allé à leur rencontre sur le terrain. Voyons cela. J'ai laissé les études en classe de la première parce que je n'avais pas les moyens pour continuer l'école. Lorsque je fréquentais, c'est en ce moment le projet SWED m'a appris. Et nous avons commencé par donner des cahiers et autres choses. Et maintenant, lorsque j'ai laissé les cours, je ne savais même pas que le projet SWED est encore derrière nous
pour nous suivre. Et lorsque je suis à la maison, c'est en ce moment les animateurs sont venus nous chercher et ils nous ont inscrits. Et on a choisi le travail qu'on veut et on a commencé. J'ai étudié jusqu'en terminale. Compte tenu des moyens, et je me suis arrêtée. Et je pensais que pour moi, c'était fini. Mais le projet Swed est venu me donner encore une deuxième chance. Je suis venue ici pour faire la formation en élevage. J'ai fait élevage en aviculture, en pisciculture, en cuniculture, maraîchage et en pépinière. Avant, je ne connais rien par rapport à toutes ces choses-là. Mais maintenant, je comprends comment on peut élever une poule, et comment faire la pépinière, comment élever lapin. J'ai appris toutes ces choses-là et comment préparer, comment faire leur pour vendre. Quand j'aurai fini de faire la formation, je vais amener la lumière au village, aider les parents à se développer et à me prendre en charge sur moi-même. Car une fille doit apprendre un métier pour ne pas attendre son mari demain. Mi machine non ni o ko blo ko ro pomo. Tin wai. Nu ka di onu kegero present me. Ndo machine da ya. Nwe ka na mi machine non ni o. Level don to e o. Nje kwe pleji. Kwe nple da ye o. Wa mo deuxième main devu be don mi. Bon level ho. Machine na mi lo wezo bon wa do mo ku devu bo ko tombo kona. Ta akome mi nono pa mi de nyamo abo nyinyo nyinde o. Donc tu vas pla mi formation là. Il va pas nyamo abo lo en ngangare kale mi onyo shwa mi dana akome king alo mi ofiwo mi dala akome agbongo sansan. Fa tu vas pla mi va tojo mi va nyamo en ngangare ka yin ne pomo mi de donde cha yin mo mi lebudio. So tutu e mi o mi he o mi va nyinde kale e so me. Imi o cha o le ha chu pla mi do e mi be pla do ke mo mi va po le ha chi. Il y a aussi ces deux initiatives qui nous intéressent, Honoré. Oui, tout à fait. Madame la ministre, vous le savez bien, on fait allusion à deux projets que vous conduisez également, des filets sociaux qu'on appelle Access ou Besoké, et qui ciblent les pauvres extrêmes. Mais justement, je voudrais savoir ce que c'est. Ça veut dire quoi, pauvre extrême? Alors, pauvre extrême, ce sont nos concitoyens qui sont dans des situations d'extrême vulnérabilité et qui, malgré tous leurs efforts, ne sont pas sûrs d'avoir un repas par jour. Contrairement aux pauvres non extrêmes, qui sont aussi dans des situations de vulnérabilité, de pauvreté, mais qui peuvent s'alimenter, donc qui ont quand même un petit travail, et pour lesquels, par contre, certains besoins peuvent être en précarité. Des besoins secondaires. Alors, comment s'exprime alors la solidarité nationale vis-à-vis de cette couche-là? Pour pouvoir exprimer la solidarité nationale vis-à-vis de cette couche, il fallait d'abord les identifier. Et en les identifiant, construire ce que nous appelons le registre social unique, ce qui a été fait. Sur cet élément, par transparence, il faut aussi dire que les enquêteurs qui vont dans les ménages pour pouvoir identifier ces personnes sur la base d'une grille de questions, qui permet de classer les personnes, ces enquêteurs, pour certains, ils ont aussi mis le pied là où il ne faut pas, c'est-à-dire certains sont même aux mains de la justice actuellement parce qu'ils ont enrôlé des personnes qui n'étaient pas pauvres extrêmes dans la base. Ils n'ont pas été formés? Ils ont été formés, eh bien, c'est la mauvaise supervisés. L'État aura beau faire tous les efforts, il y a ce que chaque Béninois aussi a à faire en termes de contribution. Parce que là, cette base, du coup, il faut là encore la contrôler, la recontrôler, essayer d'enlever les personnes qui ne sont pas pauvres et pauvres extrêmes et mettre dans la base quelques pauvres extrêmes qui ont peut-être été oubliés. D'accord. Et le projet Access, ça consiste à faire quoi concrètement? Alors, le projet Access, c'était la première tranche des filets socioproductifs. Ce projet s'est terminé depuis 2018 et a consisté dans des transferts monétaires à 20 000 ménages pauvres pour la subsistance alimentaire. Il y a eu un tel engouement pour ce projet
que maintenant nous sommes arrivés au projet Gbesoke, dont vous avez parlé, qui également s'occupera de transferts monétaires, mais productifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons transférer des montants mensuels à des ménages pauvres, mais nous allons les suivre pour que ces ménages pauvres puissent réaliser des activités génératrices de revenus. Donc, la vision, l'objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir aider par la formation, par les activités génératrices de revenus, les personnes pauvres à se prendre en charge elles-mêmes que plutôt de les maintenir dans un état d'assistanat définitivement. Donc, chaque mois, ils recevront dans Gbesoke 10 000 francs par mois, mais au 5e et au 9e mois, ce sera 50 000 francs CFA par mois. Et il y a tout le coaching, tout l'accompagnement des assistants sociaux des guichets uniques de protection sociale pour que des activités génératrices de revenus soient menées et que les personnes puissent prendre leur envol. C'est la meilleure manière que l'État a de pouvoir porter les ménages pauvres en situation de difficulté, de les sortir de la pauvreté pour qu'eux-mêmes ils puissent se prendre en charge. Donc ce n'est pas recevoir de l'argent et aller dormir. Et aller dormir, manger et dormir, non, parce qu'il faut faire quelque chose. Forcément. Et après, même si au bout d'un moment le projet se termine, ils doivent pouvoir continuer à être autonomes, à être indépendants. À sortir de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. Ils ont les filets, c'est pour ça que ce sont des filets pour dire qu'on leur tend de quoi s'en sortir. Et avec l'accompagnement qu'il faut. Il y a bien sûr la subsistance alimentaire, mais il y a l'aspect activité génératrice de revenus et l'aspect aussi coaching pour vraiment les aider dans toutes les sphères possibles à se reprendre en main. Mais Gbesoke ne comprend pas que les transferts monétaires aux pauvres extrêmes. Le Gbesoke comprend aussi la mise aux normes et l'extension de nos structures, nos infrastructures destinées à délivrer des services, des prestations sociales. Donc, nous avons là des guichets uniques de protection sociale dont l'environnement infrastructurel va totalement se métamorphoser grâce à une des composantes du projet Gbesoke. Alors, la nouvelle politique pénale de l'État, parlons-en surtout en matière de violence basée sur le genre, cette politique, elle est coercitive, il faut le dire, avec à la clé le renforcement de l'arsenal institutionnel aussi, de l'INF et un régime juridique foisonnant. Comment le ministère des Affaires sociales et l'Institut national de la femme renforcent leur coopération, un peu pour faire reculer les frontières des violences et agressions de toutes sortes sur la femme, la fille et l'enfant? Alors, le ministère des Affaires sociales et l'Institut national de la femme travaillent en parfaite symbiose pour la bonne raison que nous poursuivons le même objectif. Maintenant, le ministère des Affaires sociales s'octroie plus à aller vers des sensibilisations, vers la vulgarisation des textes de loi, cette traduction en différentes langues. Nos assistants sociaux dans les centres les guichets uniques de protection sociale vont dans les médias, les radios locales pour pouvoir parler de ces lois, de tout l'impact qu'il faut en retenir. Et l'Institut national de la femme a été redynamisé sous le leadership de volonté politique très forte du gouvernement du président Talon pour pouvoir être un bras opérationnel pour la dénonciation, pour le recueil de ces dénonciations par le déploiement des points focaux dans toutes les institutions, les écoles, les universités, les marchés un peu partout, et aussi pour aller vers la répression, pour vraiment décourager les prédateurs qui continuent de chosifier la fille, la femme. L'Institut national de la femme a la possibilité de se porter partie civile devant les juridictions, même pour les cas où les familles renoncent aux plaintes. Parce que vraiment, le gouvernement est déterminé à ce que cette violence, ces viols sur les petites filles et consorts, que cela s'arrête. Mieux, dans l'arsenal juridique dont vous avez parlé, il y a une clause spéciale qui est inédite, qui est l'interdiction de relations amoureuses et ou intimes entre l'enseignant ou le formateur et son apprenante ou son élève. Ou alors l'enseignant change d'école, mais ce n'est pas possible. Et cela nous distingue réellement par cette volonté de vouloir aider nos filles, non seulement par les transferts monétaires dont nous avons parlé tout à l'heure dans les cas des ménages pauvres, mais également dans leur protection entière pour poursuivre sans entrave, sans chantage sexuel, leur scolarisation pour aller le plus loin possible. C'est les filles mineures ou il y a les majeurs aussi qui sont interdits de relation avec les enseignants? Même si les majeurs, et leur consentement ne compte pas.
Parce que si elles sont dans une université, dans l'amphithéâtre où a lieu le cours, le professeur qui est là n'a pas le droit d'avoir une relation intime avec son élève. Alors, est-ce que, concrètement parlant, le gouvernement de Patrice Talon assure donc un environnement protecteur aux enfants en situation difficile dans notre pays? Aux enfants en situation difficile, il y a plusieurs stratégies. Nous n'avons pas pris la stratégie de l'orphelinat, par exemple, de créer des orphelinats publics, mais nous avons pris la stratégie d'assainir le milieu des centres d'accueil et de protection de l'enfant, des KPE, et lorsque cet assainissement sera terminé, qu'on puisse apporter également l'aide de l'État dans ces KPE où se situent certains enfants orphelins. De façon générale, il y a également la ligne d'assistance aux enfants, qui est un outil, un mécanisme très fort pour pouvoir dénoncer les cas de maltraitance, de violence, d'abus vis-à-vis des enfants. Et lorsque les appels sont pris par les téléconseillers, ce sont des appels gratuits, cela permet en amont aux assistants sociaux des guichets uniques vers lesquels sont référées ces plaintes de pouvoir enquêter, solutionner, orienter, conseiller, assister les familles ou les enfants qui sont en cause. C'est suffisant selon vous? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus que ça? Rien n'était fait dans le secteur par rapport à ça. C'est déjà beaucoup. Vous savez, de pouvoir déjà dire, dans la maison à côté, on est en train de blesser un enfant et de tabasser jusqu'au sang un enfant et qu'on puisse résoudre cela. Venez, vous pensez que ce n'est pas suffisant? Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je vous pose juste la question. C'est un mécanisme qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Qui a été mis en place depuis 2020 et qui, en fait, est déclencheur de toutes les autres actions que les assistants sociaux peuvent mener localement auprès des cibles. Ces lignes sont connues des populations ou c'est dans Il y a les eu beaucoup de CPS? communication sur la ligne, sur le numéro de l'AE, mais cela fait partie des mécanismes. Il y en a d'autres. Je vous ai mis en lumière les plus importants. Par rapport au centre d'accueil et de protection, les actions d'assainissement ont débuté il y a un bout de temps. Ça veut dire que ce n'est pas fini parce que vous dites qu'il faut attendre la fin de l'assainissement pour soutenir ces structures, souvent privées et confessionnelles qui... Voilà. Alors, il faut dire qu'il y a eu un décret d'application qui a revu les normes pour vraiment prendre en compte le contexte actuel. Donc, c'était des anciens, très vieux décrets. Et maintenant, les structures sont amenées à devoir se mettre en règle par rapport à ces normes et standards qui sont demandés par l'État et de demander un agrément. Donc, ils doivent avoir un agrément et il y a maintenant tout le suivi et le contrôle pour être sûr que même si on a eu un agrément, on ne doit pas baisser les bras. Et la vie et la santé de nos enfants dans ces KPE ne doivent pas souffrir de moindre doute. L'État n'ouvre pas des orphelinats, mais voilà, voudrait donner des agréments à ceux qui veulent jouer ce rôle de solidarité. N'est-ce pas aussi leur compliquer un peu ou atténuer leur volonté? Pas du tout, parce que ce n'est pas contraignant puisque c'est pour le bien-être de l'enfant. L'État n'ouvre pas des orphelinats, mais l'État a des centres d'accueil de transit de l'enfant dans la zone sud, centre et au nord. Et ces centres d'accueil de transit de l'enfant permettent de résoudre de façon épisodique le cas de certains enfants qui sont dans la rue ou qui sont en fugue. Mais par contre, l'État se réserve le droit de regarder ce qui se fait dans les KPE parce qu'il y a eu beaucoup de dérives. Donc, il y a eu beaucoup de KPE qui, pendant un moment, mettaient les enfants devant pour aussi des donateurs, pour réceptionner des dons, mais finalement ne s'occupaient pas des enfants dans leur plénitude. Donc, c'est par rapport à ça que les normes et standards doivent être respectés et l'État y veille pour l'intérêt des enfants. Restons sur les dérives sociales dans notre société et bien entendu la délinquance juvénile par exemple. Le gouvernement, à travers votre ministère, a initié donc un projet concernant bien entendu les classes socio-éducatives. De quoi il est question concrètement? Alors, les classes socio-éducatives sont nées d'une campagne précédente, qui est la campagne Agbazaché, qui a permis au ministère de couvrir... Vous avez tellement de noms dans votre ministère. Oui. Parce que c'est des noms que les cibles retiennent facilement et qui nous permettent de communiquer. C'est aussi un moyen de communiquer. Et donc, les campagnes Agbazaché se sont déroulées dans les lycées et collèges et ont permis de sensibiliser les enfants, la jeunesse, pour la prévention des grossesses et des maladies sexuellement transmissibles, mais également de les initier au concept d'estime de soi, de certaines compétences de vie,
de certains risques également. Et c'est avec tous ces échanges qu'on a compris qu'il fallait pérenniser les bienfaits de cette campagne et il fallait continuer à ce que, parce qu'il y avait le besoin qui était là et qu'il fallait continuer à insérer dans une sorte de... Parce que nous, quand on était plus jeunes, il y avait l'éducation familiale, sociale, mais voilà, l'éducation civique se termine au primaire et au collège, il n'y a plus rien. Donc, il fallait quand même poursuivre encore ce renforcement de capacité des jeunes. Et donc, les classes socio-éducatives sont nées de ça pour freiner certaines dérives sociales, pour freiner le recul de certaines valeurs humaines, cardinales, et de certaines valeurs patriotiques aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure, et en même temps planter les graines de l'excellence, planter les graines du mérite du travail, de l'éthique, du respect de soi et des autres, etc. Donc c'est un peu ça la vision des classes socio-éducatives. Et la mise en œuvre est effective déjà? Déjà, à travers 20 lycées, collèges sur toute l'étendue du territoire, donc on a pris un peu partout dans les départements, et nous passons normalement à 50 collèges cette année, avant d'arriver à échelle après évaluation en 2026. Comment amenez-vous les parents et les communautés à prendre le relais de cette éducation? Alors, nous faisons beaucoup de sensibilisation qui inclut en même temps les enfants et les parents, déjà à travers le dialogue parents-enfants qui est creusé, destiné à aider les parents à mieux échanger avec leurs enfants qui sont dans ce besoin. Et donc, il y a aussi les classes des parents que les assistants sociaux mènent. Ce sont des écoles des parents, classes des parents, où on discute. Par exemple, quand il y a eu la flambée du phénomène de la cybercriminalité, on a eu ces échanges avec les parents pour leur expliquer et vraiment aller au plus loin possible, en profondeur, sans tabou, dans les éléments de dialogue avec les enfants. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame la Ministre. Le troisième pilier du PAG 2021-2026 est intitulé « Accroître durablement le bien-être social des populations ». Marie-Léa. Oui, et cela passe donc par le projet Arche Assurance Maladie. Alors, actuellement, comment s'est expérimentée cette assurance-là? Combien de Béninois y ont accès? Alors, il faut aussi rappeler pour ce projet d'assurance maladie que depuis les indépendances, aucun système d'assurance maladie offert par l'État n'a pu prospérer. Même pas le RAMU qui a fait quelques ébauches avant 2016. Et donc, à partir de 2016, des études de faisabilité ont été menées. L'identification dont je parlais tantôt des ménages pauvres, parce que l'État garantit dorénavant 100% de gratuité des soins de santé primaire aux pauvres extrêmes et 50% de gratuité aux pauvres non extrêmes à travers les affections qui sont contenues dans un panier de soins. Et aujourd'hui, il y a 1 million de nos concitoyens qui ont déjà la carte Arche, mais c'est une base normalement qui est dynamique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas figée. Je suis pauvre aujourd'hui, pauvre extrême. Avec tous les programmes qu'on a évoqués tout à l'heure, il y a de fortes chances que je m'en sorte. Et donc, quand j'ai atteint un niveau, on me sort de la base et par contre, peut-être que s'il y a d'autres qui sont dans la difficulté, ils pourront rentrer dedans. Donc, c'est une base dynamique. Cela est constitué donc par le registre social unique. Alors donc, ce volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, Arche, allège donc, comme vous le dites si bien, la souffrance de nombre de nos concitoyens. Marie-Léa. Oui, et vous vous rendez donc souvent sur le terrain pour des séances d'inspection du dispositif, comme l'on le note dans ce magazine. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain, Arche, est une initiative de gouvernement pour soutenir et accompagner les populations vulnérables d'une part et garantir une protection sociale pour tous les Béninois d'autre part. L'objectif général de ce chef-d'œuvre est d'accroître la capacité et l'accès aux services de base ainsi qu'aux opportunités économiques de façon durable et équitable pour tous les Béninois, surtout les plus défavorisés. Lancé en juillet 2019, ce projet est subdivisé en plusieurs volets, dont notamment celui de l'assurance maladie qui a démarré sur le terrain par la phase technique des enquêtes. Est-ce que vous vérifiez qu'effectivement les critères de pauvreté sont respectés? En fait, il y a 23 listes qu'on nous a faites. Projet pour le renforcement du système sanitaire, qui a une liste
y a aussi le projet H lui-même qui a aussi 2 listes. Il y a les pauvres extrêmes et les pauvres non extrêmes. Donc c'est suivant ces listes-là qu'on essaie de les enrôler. Ces enquêtes ont permis d'élaborer un registre social unique comportant la liste nominative de toutes les personnes pauvres et extrêmes pauvres du pays. Après cette phase, s'en est suivie l'étape de validation communautaire où les noms des ménages pauvres retenus ont été affichés sur la place publique pour confirmation ou dénonciation. Ensuite, les données statistiques recueillies ont été traitées pour l'édition des cartes biométriques devant servir de sésame pour l'accès aux soins de santé de qualité. La dernière étape de ce processus a porté sur la distribution aux bénéficiaires de ces cartes biométriques éditées. C'est un projet qui tient particulièrement à cœur au gouvernement. C'est pour ça que nous suivons chaque étape de près. Et si je suis là ce matin, c'est pour vous rappeler votre responsabilité, l'importance de cette responsabilité de pouvoir retrouver tous les bénéficiaires pour que toutes les cartes puissent être distribuées, qu'il n'y ait pas de personnes vulnérables identifiées qui figurent sur la liste, mais qui ne reçoivent pas sa carte. Pour la transparence du processus et s'assurer que les vrais bénéficiaires de ces services sont réellement les personnes recensées lors des enquêtes PMT, le gouvernement a acquis et déployé des lecteurs d'empreintes au niveau de tous les centres de santé partenaires du projet ARCHE. Avec ces cartes biométriques, les cibles sont gratuitement prises en charge dans toutes les consultations, dans les affections et soins médicaux, ainsi que dans les analyses biomédicales y afférentes. Le traitement est bleu. Nous sommes 14. Nous sommes amassés. Nous sommes des divos et de fio. Nous sommes bimi. Bocale donne nous disons et on a nous sommes ouais. Tu vois nous ton tobo. De nous bemi on. 4 mettons béazo. Bon il doit tout potaton. Il doit tout potaton. Pota combien on est là où il va et il m'y a fait 9 jours le fait pour aller comme donc on les quoi après on est goûté au bon les voir sont les voir t'es d'abord coup comme 3 mois pour m'y avoir fait consultation là et blonou me fata mi do gbenu a kruna jara no bo a do gbenu président mi ton po do gbenu check pi paro ma u de gbo do ho to me boy do na alogo ene maro ganon le o jesu na le proko gbedon da fo ni yohu kamo mura na e na mesensen hu kamo même ami siku wa parce que dépense de l'enfant support dit c'est vraiment utile et on salue l'initiative parce que avec ça maintenant les malades spontanément surtout les détenteurs de cartes se dirigent directement vers les centres de santé. L'assurance maladie au bénéfice des plus pauvres, mais aussi l'assurance maladie obligatoire pour moins de vulnérabilité de tous les citoyens béninois. C'est le concept, Madame la Ministre. Cela donne quoi au juste? Cela donne que je vous ai parlé tout à l'heure des pauvres extrêmes et non extrêmes dont l'État s'occupe en prenant en charge gratuitement 100%, 50% des soins de santé. Donc, lorsque je suis pauvre et que j'ai ma carte ARCHE, je me rends à l'hôpital, tout est gratuit, depuis la consultation, les médicaments, l'hospitalisation, s'il y a de la chirurgie ou d'accouchement, etc. Les bilans, donc. Et maintenant, il y a les autres, parce que nous avons le régime obligatoire de l'assurance maladie. Et à cet endroit-là, il faudrait spécifier que les personnes qui ne sont pas pauvres, il y a des personnes, les ayants droit de l'État, qui donc seront reversés à l'ANPS, les ayants droit de l'État, les personnes retraitées, les fonctionnaires, les étudiants boursiers, etc., qui ont droit au ticket modérateur, donc la prise en charge de l'État à 80%, 20% pour eux. Et il y a les autres personnes qui doivent souscrire eux-mêmes à une assurance, une police d'assurance qui va couvrir leurs frais de santé. Le gestionnaire de l'assurance maladie va prendre en mai le déploiement
Et dès que ce déploiement soit effectif, le contrôle, on sera plus regardant puisque c'est une exigence d'un décret qui a été pris et qui doit amener à ce que toutes les personnes qui sont sur le territoire national aient cette couverture en assurance maladie. D'accord. Vous le savez bien, on a démarré bien entendu cette émission par le hautement social. On va finir également sur ça. Et donc je voudrais vous dire de bien vouloir dire aux citoyens béninois que la gouvernance de Patrice Talon est bien sûr basée sur le hautement social. Et ce sera votre mot de fin. Merci, monsieur le journaliste. Alors, les actions que nous avons énumérées ne sont pas exhaustives et ce ne sont que quelques-unes. Et les résultats que nous avons obtenus depuis 2016 à ce jour sont importants, comme le témoigne le tour que nous venons de faire, mais également les différents témoignages. Et ces actions n'auraient pas pu être obtenues si nous n'avions pas dépolitisé l'action sociale, comme c'est le cas pour les microcrédits, tout en valorisant davantage le capital humain. Quand on prend le cas des artisans, des personnes handicapées, des femmes, des filles, etc. Et je voudrais en profiter pour remercier les partenaires qui travaillent à nos côtés, qui nous assistent, et surtout remercier les travailleurs du secteur social qui œuvrent avec abnégation pour une meilleure justice sociale partout sur le territoire national dans les guichets uniques de protection sociale. Et je voudrais rassurer nos compatriotes que nous restons engagés pour poursuivre ce qui reste. Nous sommes au terme de cet échange avec Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Tout à fait, Marie-Léa Yemajro. Vous l'avez entendu, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, poursuit bien entendu les efforts de solidarité nationale envers enfants, filles, personnes portant un handicap, femmes, personnes âgées. Le Bénin compte tenir la promesse et ne laisser personne de côté conformément à l'agenda des objectifs de développement durable. Est-ce que ces objectifs seront atteints à la fin du mandat du président Patrice Talon? Chacun fera son bilan au moment opportun. Merci à vous, Madame la ministre. Merci, Léa, pour ce plateau. Et nous vous disons merci pour votre attention aujourd'hui aussi, les téléspectateurs.